J'ai la chance d'occuper un poste de professeur à l'université. Et je tenais à mentionner par ce vidéo qu'il faut se réjouir qu'en date d'aujourd'hui, plus de 200 000 étudiants déclarent qu'il est complètement illogique de proposer, comme choix de société, d'augmenter de manière aussi drastique les frais de scolarité. Je ne le cacherai pas, je porte fièrement le carré rouge depuis plusieurs semaines parce que je suis convaincu de la pertinence de maintenir une accessibilité à l'éducation. En fait, vous seriez surpris du nombre de collègues qui sont professeurs, chargés de cours et enseignants, que ce soit dans les cégeps ou l'université, qui supportent la grève étudiante. Et je crois que l'ensemble de la société devrait mieux comprendre et appuyer le mouvement et qu'il est dans l'intérêt de l'ensemble du Québec de maintenir des frais de scolarité au taux actuel, quitte à arrêter la hausse et indexer les taux à partir d'aujourd'hui. Dans le débat présent, qui est souvent démagogique et qui véhicule une bonne partie d'idées fausses, il devient difficile d'avoir de l'information impartiale pour se faire une opinion juste. Et je dois admettre que donner une information impartiale, ce n'est pas vraiment mon but ici. En fait, je supporte la grève étudiante principalement pour trois raisons, et ce sont ces trois raisons que je voulais exposer. Le message que l'on entend beaucoup ces temps-ci, c'est que les universitaires doivent faire leur juste part. Et je suis d'accord. Toutefois, on oublie trop souvent qu'ils le font déjà. Les universitaires sont les mieux payés de la société québécoise, oui, mais dans une société où 22% des contribuables paient pour près de 75% de l'impôt au Québec, la majeure partie des impôts sont déjà payés par des diplômés universitaires. Pourquoi alors les endetter davantage? Il est beaucoup plus efficace de favoriser l'accessibilité, sachant qu'il y aura un manque à gagner pour les postes à combler et une hausse de revenus de cette façon. On exigera d'eux une contribution de 3 793 $ par année, au lieu de 2 168 présentement. Or, la moitié des étudiants ont moins de 12 000 $ de revenus. Pour eux, cette hausse équivaut à près de 14% de tout ce qu'ils gagnent dans une année. Les étudiants s'endettent déjà pour étudier. La question, c'est de se demander jusqu'à quel montant est-il juste et équitable de les voir prendre des dettes supplémentaires. Personnellement, au lieu de voir imposer une dette annuelle de 265 millions aux jeunes Québécois, j'aime beaucoup mieux que ce passif se transforme en dépenses potentielles. J'aime beaucoup mieux que les jeunes s'achètent plus rapidement une première maison, entreprennent des projets, dépensent dans les commerces. En fait, si vous sentez que vous n'êtes pas vraiment impliqué personnellement dans la grève étudiante, parce que vous êtes plombier, vous êtes restaurateur, vous avez un commerce, mais c'est sur ce point que vous aurez des retombées directes de cette crise et que l'ensemble de la société québécoise est touchée. Bref, j'aime beaucoup mieux que ces 265 millions par année soient réinjectés directement dans l'économie, plutôt qu'endetter massivement cette génération. Parce qu'à quelque part, c'est une question d'équité générationnelle. Présentement, nous sommes 5 travailleurs pour payer pour un retraité. Lorsque les étudiants prendront leur retraite, ils seront 2 travailleurs pour un retraité. Et par conséquent, auront un fardeau fiscal beaucoup plus lourd à porter pour les choix de société que nous avons faits et ceux que nous allons devoir faire. Ainsi, les impôts deviennent une façon beaucoup plus juste d'assumer la note en assumant collectivement cette hausse potentielle. Encore là, lorsque vous entendez que les universitaires doivent faire leur juste part, je vous le promets, ils le feront dans le futur. La deuxième raison pourquoi je supporte la grève étudiante, c'est parce que les solutions proposées sont inefficaces et que le système universitaire a besoin d'une réflexion beaucoup plus en profondeur de son fonctionnement. Présentement, la stratégie du gouvernement face à cette hausse brutale, c'est d'investir une partie quand même importante de cette hausse dans le programme, déjà déficient, des prêts et bourses. C'est même prêts et bourses qu'il voulait amputer de 103 millions en 2005. Or, le programme repose sur un principal critère, du moins aux études de premier cycle, et c'est le revenu des parents. Le programme s'attend donc à ce que les parents soutiennent les étudiants et assument une partie importante des dépenses. C'est pourquoi près des 2 tiers des étudiants ne sont pas éligibles aux prêts et bourses. Donc, 2 tiers des étudiants n'auront rien pour amortir la hausse. La contribution moyenne de 2600 $ qu'assument présentement les parents québécois ne fera qu'augmenter. Et c'est vraiment utopique de penser que les parents québécois sont en mesure de supporter la hausse d'une telle facture. Et croyez-moi, en vivant la situation en première ligne, je vois beaucoup plus d'étudiants qui doivent travailler plus de 30 heures par semaine car ils passent dans les failles du système de prêts et bourses, que d'étudiants avec des voitures de l'année qui répondent aux stéréotypes grassement répandus mais rarement observés. Les programmes gouvernementaux mis en place ne font qu'accentuer cette discrimination sur une base économique. Et pour être franc, je partage l'opinion des étudiants qui ont le sentiment qu'on leur refile la facture de l'îlot voyageur ou de la hausse du salaire de leur recteur. Oui, il y a matière à réflexion sur le financement des universités.
Mais avant de prendre une décision aussi drastique, j'appuie la recommandation de certaines associations étudiantes qui demandent des états généraux sur l'éducation avant d'imposer quelque hausse que ce soit. Et pourquoi pas s'inspirer du gouvernement ontarien qui vient de diminuer de 30% les frais de scolarité pour les enfants de familles gagnant moins de 160 000 par année. Finalement, la troisième raison d'être contre la hausse des frais de scolarité, c'est purement idéologique. Parce que pour moi, le rôle de l'éducation, c'est de permettre à toute personne d'atteindre son potentiel dans la mesure de ses compétences. Et pour être franc, je crois qu'on doit se poser des questions comme société lorsqu'on en accepte de payer sans broncher pour 30 milliards de dollars sur 30 ans pour des avions de chasse, mais qu'on s'oppose farouchement au droit à l'éducation. Comme le mentionnait un collègue de l'Université de Sherbrooke dans son hebdo local, une hausse de 265 millions refilée aux étudiants, ça représente seulement une hausse de 0,4 sous du kilowattheure, ou c'est une minime partie des 3,3 milliards offerts en crédit d'impôt aux entreprises. Il y a des façons justes et équitables de gérer l'éducation. Et je me sens mal, en tant que membre de la société, de demander à la prochaine génération d'assumer notre carte de crédit collective en leur imposant un plus grand fardeau. Pour la suite des choses, vous êtes dans le dernier droit des contestations et le mois d'avril s'annonce plus stratégique que jamais. Et je vais vous dire comment les prochaines semaines vont se dérouler. Parce que comme dans toute bonne lutte de pouvoir, il va y avoir des rumeurs, des bluffs, de l'intimidation et ça fait partie des stratégies. Et face à tout ce qui est véhiculé par le gouvernement, je tiens à vous dire trois choses. La première, et sûrement la plus importante, c'est que non, votre session n'est pas en danger. Et vous avez tout à gagner de rester fort et solidaire dans la cause. Et il est primordial pour vous de garder votre position parce que stratégiquement, la seule carte du gouvernement, c'est de vous voir perdre votre souffle. La deuxième, c'est faites attention à votre image. Oui, la couverture médiatique est parfois pitoyable à votre égard, mais il demeure essentiel d'avoir la population derrière vous. Et honnêtement, c'est pas en bloquant des autoroutes à Montréal que vous allez l'avoir. Finalement, sans parler au nom des professeurs et enseignants, la grande majorité est derrière vous. Et s'ils ne peuvent légalement entrer en grève, sachez qu'un professeur ne peut pas enseigner à une classe vide. Donc respectez vos votes de grève, allez voter, faites-vous entendre, partagez votre opinion. Si vous votez contre la grève car vous avez peur pour vos examens ou votre formation, posez des questions à votre enseignant. Des arrangements peuvent être pris dans la majeure partie des cas et surtout, vous ne serez pas pénalisé. Bref, peu de personnes s'en rendent compte, mais vous vivez un moment historique présentement. Et rappelez-vous que vous n'avez absolument rien à perdre.